Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo hebdomadaire. Nous allons donc faire un point sur les marchés comme chaque lundi et nous allons aborder aujourd'hui la dette, une dette qui va certainement submerger les marchés. Nous n'allons pas seulement aborder la dette publique, nous allons également nous intéresser à la dette sur marge. Mais avant cela, nous allons débuter par un rapide rappel légal. Nous pouvons à présent débuter par les principales informations. Tout d'abord, ce NFP décevant que nous allons détailler. Nous avons également le retour de Mario Draghi, prochain Premier ministre italien, à nouveau au secours de la monnaie unique. Et à noter cette fin de la frénésie des achats des actions les plus vendues à découvert sur le marché boursier américain, cette frénésie des traders particuliers américains. Nous allons aborder les valeurs technologiques américaines, hein, qui sont robustes mais qui restent surévaluées. Et nous avons pris connaissance, hein, de nombreux résultats d'entreprise la semaine dernière et nous allons en parler. Nous allons parler de la pression inflationniste en Europe qui n'est pas présente mais qui est de plus en plus accentuée aux États-Unis. On va aborder enfin la Banque d'Angleterre, la BOE, qui tente d'inverser cette tendance des marchés à appliquer des taux d'intérêt négatifs. Alors, avant cela, nous allons parler des différents résultats d'entreprise dont nous allons prendre connaissance cette semaine. À noter que demain, nous prendrons connaissance des résultats de Lyft, mais également de Twitter après la fermeture du marché. Mercredi, ce sera au tour de Coca-Cola, General Motors et surtout Uber après la fermeture du marché. Et enfin, jeudi, on prendra connaissance notamment des résultats de Walt Disney qui seront les plus attendus de la séance. Ceci étant dit, nous allons passer à notre focus de la semaine concernant la dette, une dette qui risque de condamner les marchés. Nous allons commencer par la dette publique. On retrouvera à gauche d'ailleurs la dette du Trésor en 2021 et ici le quantitative easing en 2021. Alors il faut savoir que rien n'est gratuit et ce plan de Biden a un coût et il implique donc d'énormes besoins d'emprunt consécutive et donc un plan de Joe Biden qui pourrait condamner les marchés paradoxalement. Mais pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2020, la Réserve fédérale américaine a augmenté son bilan de près de 3200 milliards de dollars avec pour but de restaurer les marchés. Le déficit a donc été miraculeusement financé sans aucune difficulté. Alors aujourd'hui, c'est différent. Il sera beaucoup plus difficile de justifier une telle augmentation du QE et malgré son ampleur massive, une grande partie des besoins d'emprunt devra passer par les marchés. Alors si, et il faut savoir qu'on pourrait aboutir à une augmentation des rendements, car si l'inflation devait s'accélérer, la Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte d'envisager une réduction progressive de l'assouplissement quantitatif et donc ce qui pourrait aboutir in fine à une hausse des rendements américains et donc un plan de Joe Biden qui pourrait paradoxalement condamner les marchés. Alors à présent, on va s'intéresser à cette dette sur marge, car effectivement la dette est partout. Elle ne concerne pas seulement le secteur public. La dette sur marge qui a atteint des niveaux records, on le voit ici par rapport au PIB, au pourcentage du PIB en rouge. C'est une jauge qui est fortement contre-cyclique. Pourquoi? Car tout simplement, elle n'a pas de point de déclenchement précis et elle a une longue cyclicité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme la Réserve fédérale américaine oblige les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués, normalement, il semblerait plus raisonnable que les investisseurs rationnels, et je dis bien rationnels, réduisent le poids de leur dette dans un tel contexte, hein, de risque accru pour leur portefeuille. Mais on assiste à une situation opposée, pardon, et effectivement, la Fed, la Réserve fédérale américaine, pousse les investisseurs à spéculer et ce qui se manifeste directement sur ce graphique de dette sur marge, mais également sur les marchés options, hein. Nous l'avons déjà abordé à plusieurs reprises et on va le revoir également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute crise de liquidité pourrait déclencher un repli considérable sur les marchés actions. Et avant d'aborder justement le marché des options, on continue ici sur la dette sur marge qui pourrait nous fournir un certain signal. C'est qu'il y a eu plusieurs périodes qui nous montrent qu'une remontée de cette dette sur marge se traduit par un marché, par un bear market. La seule exception étant en 1983,
très exactement ici. La situation était la suivante, hein, il y avait une récession à double creux de 80 à 82 causée par la réserve fédérale américaine de Volcker qui tentait de lutter contre l'inflation. À l'époque, hein, nous avions des actions qui jouissaient d'une excellente cote, l'inflation et les taux d'intérêt étaient tous 2 en retrait de leur sommet et les actions étaient à leur plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la situation est totalement différente, les actions sont surévaluées. On pourrait même comparer la situation actuelle à celle des années 2000, de la bulle Internet, et les taux d'intérêt sont au plus bas. Donc ici, on peut le voir, cette hausse, ce pic sur l'endettement, la dette sur marge a entraîné ici un marché baissier. Ça a été encore une fois le cas à ce niveau-là en 2007, hein, cette augmentation, cette hausse, ce pic de la dette sur marge qui, in fine, se traduit par un repli des marchés boursiers. La question est de savoir est-ce que cet indicateur va se vérifier encore une fois cette fois-ci et aboutir à un repli des indices boursiers. Nous allons nous intéresser à un autre indicateur avant de passer au marché options. On va s'intéresser justement à ces entreprises qui surperforme l'indice mondial MSCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pourcentage d'actions qui surperforment le MSCI est à un plus bas et ça a été un signal, mis à part une fois, mis à part en 1999, hein, ça a été un faux signal ici lorsque l'on avait atteint un plus bas. Le MSCI a continué sa progression haussière pour aller marquer un nouveau sommet. Mais en revanche, hein, lors des années 2000, ce plus bas s'est effectivement traduit par un repli considérable du MSCI et encore une fois, en 2008, ce fut le cas, avec un plus bas atteint par ce pourcentage d'actions qui surperforment le MSCI et un repli considérable de l'indice en question. Alors à présent, nous allons nous intéresser à ce ratio put-call et donc cette nervosité sur le marché des options qui n'a pas duré longtemps. Le ratio put-call est revenu au niveau des 0,4. Et donc, on se retrouve encore une fois face à un marché extrêmement suracheté et le marché haussier se poursuit, hein. Nous sommes actuellement sur des records, voire aux portes de records, mais ce sont des niveaux qui encouragent à nouveau la couverture de portefeuille. À présent, nous allons nous intéresser nous allons faire un peu de macro et nous allons nous intéresser au rapport NFP dans le détail. Nous allons nous parler de l'activité, notamment l'activité manufacturière, l'activité des services aux États-Unis. Et nous allons nous intéresser à l'inflation. Tout d'abord, ce NFP qui a été décevant et on ne peut pas s'attendre à donc de nouvelles avancées, de nouvelles percées à ce niveau-là sur le marché du travail tant que les restrictions du Covid ne sont pas levées dans les secteurs qui sont fortement touchés, tels que les voyages, les loisirs et le secteur de l'hôtellerie. Alors, on va essayer de détailler rapidement. En janvier, l'emploi a légèrement diminué concernant les loisirs, les jeux d'argent et l'activité récréative. On a pu constater moins 27 000. Dans les logements, une baisse de moins 18 000. Dans les services de restauration et les débits de boissons, moins 19 000. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les 2 rapports des 2 mois précédents, novembre et décembre, ont été revus à la baisse. Concernant le mois de novembre, il y a eu une révision à la baisse de 72 000. Concernant le mois de décembre, on a eu une révision à la baisse de 87 000. On passe à présent au secteur des services et secteur manufacturier. On a pris connaissance de données mitigées concernant l'industrie manufacturière américaine. On a eu une baisse de l'ISM. On a pu constater une hausse du PMI. Concernant les services, ça a été une très bonne surprise. Il faut savoir que les marchés s'attendaient à ce que les résultats de Markit et de l'ISM se détériorent, mais les deux communiqués ont dépassé les attentes des analystes. Et ici, on retrouvera d'ailleurs le PMI des services en noir en très plein. Ici, avec ce rebond, on retrouvera le PMI manufacturier en rouge en très plein et en pointillé l'ISM non manufacturier en pointillé noir, en pointillé rouge l'ISM manufacturier. Concernant au positionnement des États-Unis par rapport au reste du monde, hein, on voit ici un net rebond, donc des progrès aux États-Unis, et c'est même la plus forte augmentation de l'activité des entreprises du secteur privé depuis mars 2015. Alors on ne le retrouvera pas ici, hein, ce précédent progrès, étant donné que ce graphique commence le 1er janvier 2018. Qu'en est-il de l'inflation? Alors on va parler justement de cette répercussion, hein, sur les consommateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement les entreprises américaines font face à une pression inflationniste, concernant les coûts et jusqu'à présent,
Il semblait assez difficile d'imaginer que les entreprises seraient en mesure de répercuter justement la hausse des coûts sur leurs clients, sur les consommateurs dans un contexte de demande, qui tâtonne, de demande atone. Mais, les ménages augmentent considérablement leurs demandes, notamment après avoir reçu les fameux chèques, de relance. On le voit ici, le chèque d'avril, 2020, et donc son effet est ici le chèque de, janvier 2021 qui augmente la propension à, consommer et donc ce retour, de la demande après la réception des chèques permet justement aux entreprises de répercuter les coûts sur leurs clients et donc cela pourrait être très rapidement, une réalité. C'est très important car la réserve fédérale américaine ne trouverait dans ce cas-là aucune justification, à l'actuel assouplissement, quantitatif étant donné la hausse de l'inflation, sans même parler, hein, d'un nouveau QE qui serait inabordable. Donc voilà concernant la pression inflationniste, nous allons à présent nous intéresser, aux actions, notamment aux valeurs technologiques qui sont robustes mais surévaluées. C'est pour, donc, rebondir justement sur la saison des résultats, les résultats dont nous avons pris connaissance la semaine dernière et nous allons nous intéresser principalement aux FANG qui ont, bénéficié, de la pandémie et surtout des mesures de télétravail et cet impact positif justement, se poursuit. Il faut noter que Amazon, que l'on retrouve ici en troisième position, a connu donc sa plus forte augmentation des ventes, depuis le troisième trimestre, 2011, et à noter que Facebook, malgré le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs, a connu la plus forte hausse, depuis le second trimestre 2018 concernant ses ventes. Microsoft, Amazon et Alphabet, eux, bénéficient justement de cet engouement concernant le cloud et grâce justement à ces mesures, croissantes, de ces incitations au télétravail. On avait d'ailleurs abordé tout cela lors de vidéos spéciales actions suite, à la publication des résultats. On avait parlé de Microsoft, hein, qui bénéficie justement, de la demande de cloud depuis son revirement, stratégique avec le nouveau PDG. On avait également parlé, de cloud lorsque l'on avait abordé Amazon lors d'une courte vidéo action. Concernant Apple, ce sont justement les nouvelles tablettes et les iPhones qui lui ont permis de dépasser les 100 milliards de dollars, et ce qui lui permet donc de progresser clairement. Netflix compte aujourd'hui de son côté plus de 200 millions d'utilisateurs et l'entreprise affirme qu'elle n'a plus besoin de financement externe afin d'assurer sa croissance. On va s'intéresser à présent au PS et donc ce ratio cours chiffre d'affaires qui, sont extrêmement, élevés, que ce soit en termes historiques, hein, on retrouvera ici la moyenne, sur 10 ans ou par rapport aux principaux indices S&P 500, Nasdaq et Dow Jones. Heu, on retrouvera même ici, par exemple, un Microsoft avec, un PS, en février 2020, 2 fois plus, supérieur à, l'historique sur 10 ans, mais on est également tout le temps supérieur aux principaux indices, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq ou le Dow Jones et donc des ratios cours, chiffre d'affaires extrêmement, élevés. On va s'intéresser, maintenant justement à ces FANG avec, Microsoft, inclus. Ici, on retrouvera un graphique qui, nous montre, justement cette performance, des FANG et ici, on retrouvera le S&P 500. Si on venait à exclure ces FANG, de sa cote, ce qu'il faut savoir, c'est que, ces big tech, donc Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Microsoft ont surpassé le marché en général et que, nous avons des évaluations extrêmement élevées. Elles ne sont pas du tout Ce sont des actions qui ne sont pas du tout bon marché au vu, des ratios et ces surperformances, s'expliquent principalement par une croissance supérieure, des bénéfices. C'est ce qui leur permet justement, de surperformer le marché et donc ces entreprises, hein, sont responsables de la quasi-totalité de la croissance des bénéfices de l'ensemble du S&P 500 au cours de la dernière décennie et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tendance qui s'est ancrée dans le temps et il faudra un certain temps, encore une fois, afin qu'il y ait un changement, structurel de cette tendance. Voilà pour, les FANG. On passe à présent au marché des changes. On va aborder la Banque d'Angleterre, la BOE, qui soutient la livre sterling. Alors à gauche ici, on retrouvera, hein, les projections de taux avant la décision et après la décision. Il faut savoir que la Banque d'Angleterre a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait envisagé l'année dernière de mettre en œuvre des taux d'intérêt, négatifs et donc ces déclarations ainsi que l'absence d'accord Brexit ont conduit, pardon, à un affaiblissement considérable, de la livre sterling
Mais justement, la BOE a fait un virage à 180°, hein, concernant les taux négatifs, et donc actuellement la BOE n'envisage plus une telle possibilité. On le voit ici, ça c'était justement avant la récente, décision. On voit ici les taux d'intérêt négatifs à partir, d'août, et ici on ne trouve plus, de négatifs, pour l'année, 2021, et donc on l'a vu, hein, graphiquement, l'impact que ça a eu justement sur le GBP/USD. On s'intéresse à présent rapidement aux matières premières, le silver et le pétrole, hein. Je vous rappelle qu'on aura un point matières premières et fondamentaux qui sera publié dès mercredi, mais nous allons tout de même aborder la situation du silver et du pétrole, car nous avons eu une tentative de short squeeze sur le silver. Alors est-ce que c'est la fin? Il faut d'abord s'intéresser justement aux avoirs, le total des avoirs des ETF sur l'argent. Il faut savoir que c'était largement inférieur à 25 milliards de dollars la semaine dernière, et la valeur de ces positions était inférieure à la capitalisation boursière de GameStop à un moment donné. Donc GameStop, hein, c'est la société, c'est l'action, hein, sur laquelle a débuté justement cette ruée, ces fameux short squeeze. Je vous renvoie encore une fois vers une vidéo qui a été publiée il y a 2 semaines, au début de cette frénésie des traders particuliers américains. Et il faut savoir que le nombre de positions courtes sur le silver, à la fois concernant les ETF et les futurs, n'était pas élevé en termes historiques. On en a parlé lors du point matières premières et fondamentaux. Nous avons même raisonné en position de vente par rapport à la production. On était bien loin des niveaux historiques. Et donc ce short quiz a échoué sur le silver. Mais il faut garder à l'esprit que nous avons une donnée qui est sous-estimée. C'est justement la demande potentielle des ETF sur l'argent, et on la retrouve ici en rose avec la cotation de l'argent en vert. Nous avons donc des ETF qui ont augmenté leurs avoirs en argent d'environ 250 millions d'onces entre mars et décembre 2020, et les ETF ont augmenté ces mêmes avoirs en argent de près de 100 millions d'onces la semaine dernière. Alors ce n'est que le début de l'année, et il faut garder à l'esprit que les questions d'inflation et de politique de banque centrale seront primordiales à ce niveau-là. Et donc, bien entendu, on fera encore une fois un point sur le silver, hein, car on attend beaucoup de choses de ce métal précieux cette année. Qu'en est-il du pétrole à présent? Le pétrole qui s'est affranchi d'une oblique baissière de long terme et qui poursuit à la hausse. Alors ici, nous avons un scénario, le scénario le plus pessimiste concernant l'OPEP+, avec un déficit sur le marché du pétrole tout au long de 2021. Cependant, un léger excédent de l'offre pourrait se produire en avril et en décembre. Alors on le voit ici justement en avril, lorsque nous avons, alors en pointillé vert, on retrouvera la demande, en pointillé bleu, on retrouvera justement l'offre. À partir du moment où nous avons la demande qui passe au-dessus de l'offre, justement, c'est ces croisements, hein, qui vont nous intéresser, et les périodes qui nous intéressent, c'est celle-ci. Ce sont les moments où la demande est inférieure à l'offre. Et c'est la situation qu'essaye d'éviter l'OPEP, justement. L'OPEP essaye de garder donc l'offre inférieure à la demande, afin de créer un déficit sur le marché pétrolier et de soutenir les cours. Et à certains moments, selon ce scénario le plus pessimiste, on va avoir une demande qui passe en dessous de l'offre. C'est le cas de cette période justement d'avril, mais également d'une période en décembre. On le voit ici. Et donc c'est un scénario défavorable qui pourrait éventuellement alerter. Donc il faut garder à l'esprit cet éventuel scénario. On garde à l'esprit également le backwardation d'un an sur le Brent qui s'élève à plus de 4 dollars le baril, avec des spreads mensuels qui indiquent que le pic de la demande aura lieu en juillet-août, et le PDG de Shell qui a déclaré que la demande reviendra au niveau pré-pandémique à la seconde moitié de 2021. Donc il faut noter, hein, qu'il est très très peu probable que les pays membres de l'OPEP augmentent leur production en mars. Leur désir est très fort, hein, justement de réduire les stocks, et on peut le constater justement par cette compliance, par des pays membres de l'OPEP qui respectent les quotas de production, et c'est ce qui permet, en plus, hein, de l'optimisme ambiant suite à la large vaccination,
une large vaccination également qui porte les cours du pétrole. Mais ce désir inconditionnel des pays membres de l'OPEP de soutenir les cours et donc de réduire la production permet une telle hausse. Donc voilà pour ce rapide point concernant le silver et le gold. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Concernant les matières premières, on va aborder tout ça plus dans le détail, entre autres dès mercredi pour la vidéo matières premières et fondamentaux. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite un excellent début de semaine, une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain. Au revoir.